Au cours d'une semaine où le peuple iranien manifeste contre un régime de terreur, avec les estimations les plus élevées allant jusqu'à 20 000 manifestants tués jusqu'à présent et bien plus de 10 000 détenus, nous souhaitons sécurité, succès et liberté aux manifestants. Même si les conséquences du soulèvement nous toucheront en Israël, la leçon principale reste simple et positive. Nous avons le privilège et le luxe de mener nos combats par les mots, les lois, les tribunaux et les élections. Le peuple iranien se bat justement pour avoir le droit de faire cela. Bien sûr, ici en Israël, nous menons toujours nos propres combats pour la démocratie, même la menace de représailles iraniennes ne nous en empêche pas. Le dernier point de tension est un nouveau projet de loi visant à réformer l'accusation pénale, qui joue également un rôle central dans les affaires contre le Premier ministre Netanyahou. C'est de la fraude et abus de confiance. Cette réforme est-elle une correction juridique attendue ou une échappatoire politique opportune? Aujourd'hui, je vais vous parler du droit fondamental. Je suis Elan Almaizel. Israël a le don de réaliser de véritables exploits sur la scène internationale, tout en se retrouvant empêtré dans ses propres tensions internes. Une des dichotomies de la vie juive, gefilte fish et moufleta, coexistent comme mets nationaux précieux. Des miracles technologiques se produisent malgré la bureaucratie syndicale. Nous vivons constamment au cœur de nos différences. Nous nous disputons sur la démocratie d'une main tout en repoussant la menace iranienne de l'autre. Alors, où en sommes-nous cette semaine? Eh bien, la coalition produit des projets de loi sur des questions importantes sans vraiment expliquer leur objectif. La procureure générale cherche à faire chuter la coalition en demandant le renvoi du ministre Ben Gvir, bien qu'il ne soit pas officiellement accusé. Les tensions avec les partis Haredim, en politique, dans l'opinion publique et au tribunal, pourraient encore provoquer des élections anticipées. En d'autres termes, inhabituelles, comme d'habitude et tout aussi habituelles. Il y a un énorme fossé d'informations entre ce qui se passe en hébreu et ce que vous entendez en anglais. Nous allons tenter de réduire ce fossé aujourd'hui, du moins concernant l'infraction d'abus de confiance. La loi, les études, l'histoire politique et les tendances mondiales pour contextualiser. Nous allons le faire avec un petit tour de magie, sauf une brève introduction. Une fois terminé, nous discuterons de cette question importante sans mentionner Netanyahou, réforme ou refonte judiciaire. Regardez. Alors, les députés de la coalition ont annoncé cette semaine qu'ils faisaient avancer un projet de loi visant à abroger le crime de fraude et d'abus de confiance. Ces chefs d'accusation, comme mentionné, concernent les 3 affaires de corruption visant le Premier ministre. Yair Lapid, chef de l'opposition, a dénoncé cette proposition comme un coup d'État qui ferait d'Israël un pays du tiers-monde en faillite, appelant à s'y opposer, dans les tribunaux et dans la rue. Gardez cette phrase en tête pour plus tard dans l'émission, elle est importante. Yair Golan, membre de la Knesset, a qualifié cela de mafieux. Pendant ce temps, les promoteurs du projet de loi soutiennent que l'infraction est vague et superflue, et qu'elle a essentiellement été utilisée de manière inappropriée par le système judiciaire. Imposer rétroactivement une responsabilité pénale aux fonctionnaires et responsables publics pour des actes non nécessairement criminels. Voilà l'essentiel traité par la plupart des reportages. Soyons honnêtes, le timing paraît suspect. La coalition a avancé ce projet pendant que Netanyahou était jugé, puis il a demandé une grâce au président d'Israël. Selon le droit pénal israélien, lorsqu'une infraction est supprimée du code, cela s'applique en général aussi aux procédures en cours. Pour Netanyahou, les accusations de fraude et d'abus de confiance seraient abandonnées, sauf indication contraire de la loi. Il ne resterait alors que l'accusation de corruption dans l'affaire 4000 que le tribunal a déjà jugée peu convaincante. De plus, le projet de loi n'arrive pas isolément, il s'inscrit dans un flot d'autres propositions. Celles visant à scinder le bureau du procureur général, celles visant à rendre les conseillers juridiques subordonnés aux politiciens qu'ils conseillent, transférer le département des affaires internes de la police au ministère de la Justice, en le retirant de la tutelle du procureur de l'État. Pour ceux qui soupçonnent le gouvernement de mauvaise foi, le récit s'impose. Mais cette émission a une raison d'être. Nous voulons élargir le point de vue et éviter de rejouer une dynamique déjà connue. Là où les Israéliens eux-mêmes décrivent leur société comme glissant vers un oubli fasciste, c'est le langage qui a contribué à diaboliser Israël bien avant le 7 octobre. Avant d'examiner le projet de loi, que je vais décrire sans l'approuver,
Il faut d'abord poser une question préalable. Le tour commence. Bibi est retiré. Quel est le problème que la législation essaie de résoudre? Quel est le délit d'abus de confiance? D'accord, voici la loi. L'article 284 du Code pénal israélien prévoit qu'un fonctionnaire commettant une fraude ou un abus de confiance dans ses fonctions nuit au public. Même si cet acte ne serait pas une infraction contre un individu, il reste passible de 3 ans de prison. Analysons. Fonctionnaire, c'est clair. Exercice de ses fonctions plus flou. Abus de confiance non défini. Préjudice au public, si vague que c'est presque métaphysique. Et une sanction pour toute cette ambiguïté, la prison. Cette loi, héritée du mandat britannique, s'inspire de la common law anglaise. Elle concerne la mauvaise conduite en fonction publique. La loi israélienne qualifie cela d'infraction cadre, c'est-à-dire une interdiction générale. Elle laisse aux tribunaux décider au cas par cas quel comportement est interdit. Notre problème commence ici, car les infractions cadres contredisent un principe fondamental du droit pénal, la légalité. Vous ne devriez pas être puni à moins que la loi ne vous ait prévenu à l'avance que votre comportement était criminel. Maintenant, lorsque la loi parle d'abus de confiance sans le définir, les gens n'apprennent ce que la loi interdit qu'après avoir été poursuivis. Et cela nous amène à une distinction qui disparaît souvent dans le débat public et il vaut la peine de le rappeler. La corruption et l'illégalité ne sont pas la même chose. De nombreux comportements peuvent paraître déplacés, contraires à l'éthique ou politiquement inacceptables sans être criminels. Une ministre nomme une amie compétente au gouvernement. Cela peut sembler mal, mais si l'amie est vraiment compétente, cela devrait-il être considéré comme un crime grave? Une politicienne favorise une politique profitant aux électeurs qui l'ont soutenue. Est-ce un service public? Peut-être s'agit-il d'intérêts politiques personnels? Certainement, et peut-être des deux. Oui, est-ce un crime? Un responsable prend une décision qui s'avère erronée. Était-ce un manque de discernement? Peut-être était-ce autre chose pouvant ensuite être vu comme une conduite criminelle. Dans une démocratie, on distingue comportement imprudent, non éthique, faute professionnelle et crime, chacun avec des outils adaptés. Les élections, comités d'éthique et procédures disciplinaires uniquement en dernier recours. Les poursuites pénales, avec une infraction vague d'abus de confiance, regroupent tout et permettent aux procureurs de criminaliser des comportements qu'ils jugent indésirables, transformant des préférences institutionnelles en interdictions pénales. Après coup, maintenant, dans ce contexte, nous allons faire un petit détour, rapidement, et considérer la culture politique d'Israël. Le professeur Yossi Shane de l'Université de Tel Aviv et de Georgetown a beaucoup écrit sur le langage de la corruption en Israël, comme il l'appelle dans son livre de 2010. Il affirme qu'Israël enquête et inculpe rapidement ses dirigeants, expliquant cela par des raisons sociologiques. Dans une interview à la Jewish Telegraphic Agency en 2016, il a dit que, faute d'unité sur le territoire, la religion ou l'économie, les Israéliens vivent, je cite, une avalanche, presque une orgie d'unité. Le discours sur la corruption remplace le conflit politique non résolu pour incriminer le système politique. Cela crée un cercle vicieux, explique la professeure Shane. Ils accusent les politiciens de corruption, on enquête, mais comment le savent-ils? Parce qu'il y a des enquêtes? À l'échelle mondiale, l'indice 2024 de Transparency International indique que le score d'Israël est passé de 63 à 65 sur 100, se classant 30e sur 180 pays. Une amélioration, malgré les pires scores récents de nombreuses démocraties. La perception diffère de la réalité. Des enquêtes sans fin peuvent suggérer une corruption généralisée, même si les comparaisons internationales disent le contraire. Shane illustre comment les normes sont devenues flexibles par un exemple historique. Il a affirmé que David Ben-Gourion, alors Premier ministre, avait acheté des livres d'Isaiah Berlin pour sa bibliothèque avec des fonds publics. Aujourd'hui, ce comportement pourrait déclencher une enquête criminelle. Dans cette même interview, il mentionne le zèle excessif du bureau du procureur général, ainsi que les médias accros au scandale. Il évoque l'effet corrosif de l'obsession pour la corruption sur la société et les violations ou le totalitarisme que cela peut justifier. L'ex-ministre de la Justice Daniel Friedman, lauréat du prix d'Israël et ministre sous Ehud Olmert, a développé un argument similaire dans son livre majeur sur l'histoire juridique israélienne, La bourse et l'épée.
Il a expliqué que l'affaiblissement des institutions politiques israéliennes a permis au judiciaire de gagner en pouvoir depuis les années 1990. Il a souligné qu'Israël a connu une vague inédite d'enquêtes et de procès contre des personnalités politiques majeures, sans équivalent ailleurs. Et certaines de ces enquêtes étaient justifiées, mais beaucoup étaient discutables, du moins si on les examine aujourd'hui. L'infraction d'abus de confiance au cœur de cette dynamique est si vaguement formulée que presque tout le monde peut être enquêté. Voyons ce qu'ont dit les universitaires. En 1999, la professeure Myriam Gourarier, grande spécialiste du droit pénal en Israël, a publié une critique appelant à l'abrogation de l'infraction d'abus de confiance, ou du moins une réforme critique. Elle a exhorté les procureurs à éviter son usage et les tribunaux à en limiter fortement l'application. En 2014, Gourarier a qualifié cette infraction de quasi-panique morale. L'extension du droit pénal à des domaines relevant de l'éthique ou de la discipline. Le professeur Mordechai Kremnitzer, éminent spécialiste du droit pénal et membre de la gauche israélienne. Ce que je précise afin d'écarter tout soupçon d'affiliation partisane. Voilà. Lors d'une conférence du barreau en 2010, il a affirmé que le principe fondamental du droit pénal est la légalité, interdisant toute peine sans avertissement préalable. Dans une infraction fourre-tout comme l'abus de confiance, on ne sait pas ce qui est inclus. Ainsi, cela ne semble pas relever du code pénal. En 2008, le professeur Kremnitzer figurait parmi les chercheurs ayant publié un livre sur la fraude et l'abus de confiance via l'Institut israélien pour la démocratie. Le livre critiquait l'infraction telle qu'elle était formulée et préconisait de la remplacer par des interdictions spécifiques. Conflits d'intérêts, avantages interdits, usage abusif d'informations, tous avec des éléments clairement définis connus des responsables à l'avance. Ainsi, les plus hauts membres de l'élite du droit pénal israélien ont été remarquablement cohérents sur ce point. Et il y a fort à parier qu'ils ne font pas vraiment partie du comité central du Likoud. Peut-être que l'affaire fondatrice sur cette infraction remonte même avant 2008 à une décision de la Cour suprême de 2004 appelée Chevis. Shimon Cheves, ancien directeur général du bureau du Premier ministre sous Yitzhak Rabin, a été accusé d'avoir agi alors qu'il était en situation de conflit d'intérêts dans sa fonction. Il a mené une longue et complexe bataille juridique, dont une partie a finalement abouti devant la Cour suprême, qui l'a d'abord acquitté de toute illégalité. Mais à la demande du parquet, qui affirmait que l'acquittement portait préjudice à la loi sur l'abus de confiance, la Cour s'est réunie de nouveau. Lors de la nouvelle audience, elle a conclu à l'inverse et renvoyé l'affaire au tribunal de district pour la peine sur 2 chefs d'abus de confiance. Les 9 juges qui ont examiné l'affaire ont tous convenu que la conduite de Chevis était inappropriée. Les 9 ont également reconnu qu'aucun préjudice concret n'avait été causé. Peut-être que, sur certains points, l'intérêt public avait été servi. Ces décisions, jugées raisonnables, ont été transmises à ses supérieurs, mais la Cour restait très divisée sur l'interprétation de la violation de confiance. Le juge Michael Shechin a averti que la violation de confiance rappelait le crime discrédité de méfait public, une infraction sans mesure, ni au-dessus, ni en dessous, ni sur les côtés. Il a averti que sanctionner rétroactivement des actes criminels pourrait saper les bases de l'état de droit. Nous ne devons pas permettre à la loi, a-t-il écrit, comme une pieuvre, d'envoyer ses tentacules dans toutes les directions. Maintenant, la juge Delia Omatza, seule à être en désaccord, a décrit l'interprétation expansive comme tafasta meruba, c'est-à-dire vouloir trop saisir, et elle a souligné l'ironie de la situation. Les 9 juges s'accordèrent sur la définition de l'abus de confiance, mais ont tiré des conclusions opposées sur les mêmes faits. Si les juges ne s'accordaient pas, comment les responsables publics pouvaient-ils connaître la limite? L'infraction, a conclu Matza, reste aussi vague qu'elle l'était. Dans l'avis majoritaire, rédigé par le président de l'époque, le juge en chef Aharon Barak, les choses ont été expliquées différemment. Il a admis l'indétermination de la loi, mais l'a acceptée et écrit. Comme beaucoup de concepts valves et normes ouvertes, cette infraction n'établit pas de liste fermée de situations. Le tribunal doit donner du contenu aux valeurs protégées. Nous n'aborderons pas les critères de Barak pour prouver l'intention criminelle et la faute pénale, mais elle renforce le caractère arbitraire de la loi et de son interprétation. Cependant, je vais vous donner une autre citation de lui concernant l'abus de confiance. Barak a explicitement rejeté la promesse de certitude préalable, dit-il. Notre interprétation n'assure pas une transposition automatique d'une infraction générale en interdiction spécifique.
Tout ce que nous pouvons faire, c'est clarifier les circonstances en nous basant sur notre intuition, qui est la base de la lutte contre la corruption. En vertu de la loi actuelle, des peines de prison peuvent être prononcées sur la base de l'intuition, ce qui renforce le pouvoir du procureur et du juge. Soumettre les politiciens, de gauche ou de droite, à des tests de pureté dont les raisons et résultats restent imprévisibles. Le droit pénal repose sur un principe simple. La punition est le pouvoir le plus sévère de l'État. Il prive de liberté, marque les gens comme criminels et les poursuit à vie. Cette sévérité demande de la clarté. Les lois doivent être claires pour que chacun sache à l'avance quel comportement est interdit. Les infractions floues enfreignent ce principe. Elles favorisent une application sélective et des jugements moraux après coup, rappelant les systèmes anciens où les juges sanctionnaient selon leur propre sensibilité. La violation de confiance fait exactement cela. Aujourd'hui, il est important de comprendre que la critique de cette infraction excessive de violation de confiance n'est pas propre à Israël non plus. Dans la plupart des juridictions de common law, les systèmes juridiques ont abandonné cette infraction générale, y compris au Royaume-Uni. Une commission a recommandé d'abolir l'infraction de faute professionnelle dans la fonction publique, jugeant son imprécision contraire à la sécurité juridique et préférant des infractions mieux définies. Au Canada, la Cour suprême limite l'article 122 du Code criminel aux fonctionnaires agissant avec une intention corrompue ou malhonnête, excluant les simples erreurs de jugement. Aux États-Unis, la Cour suprême a fortement restreint ce que l'on appelle la fraude au service honnête, en la limitant aux cas de corruption explicite ou de pots de vin afin de satisfaire aux exigences constitutionnelles de notification équitable. Ces réformes reflètent un consensus croissant selon lequel le droit pénal doit être précis. Vous savez quoi? Il fut un temps où tous les politiciens israéliens comprenaient aussi ce besoin. Alors parlons-en. Dès 2007, plusieurs projets de loi pour réformer l'accusation d'abus de confiance ont été présentés. Nous en citerons quelques-uns. Proposés par Avishai Braverman, Parti travailliste, cette initiative a été co-signée par Shalei Ahamovitch, puis la présidente du parti. Dov Tchenin du Parti communiste Kadash, Yossi Balin, qui était l'architecte des accords d'Oslo, ainsi que les membres du Likoud Gilad Erdan et Lemur Livnot. Cela couvrait un large spectre idéologique. En 2010, le projet de loi a été présenté par Yohanan Plessner, aujourd'hui président de l'Institut israélien pour la démocratie, et coparrainé par Yariv Levin, actuel ministre de la Justice. Aujourd'hui, ces deux personnes sont opposées sur la réforme judiciaire, mais elles s'accordaient autrefois sur la nécessité de corriger cette loi. En 2020, la réforme avait des coparrains. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit en début d'émission? Yair Lapid, chef de l'opposition, a qualifié le projet de loi de coup d'État. D'autres existent aussi. Aucune proposition n'a progressé. Souvent, cela s'expliquait par la présence d'un haut responsable politique sous enquête visé par cette accusation. Le soutien passé du Kadash Likoud prouve que ce n'est pas forcément partisan. Cela aurait été une question de consensus jusqu'à récemment. Et donc maintenant, ce tour de magie dont nous avons parlé doit prendre fin et nous revenons à parler du projet de loi actuel et de la politique actuelle. Le projet de loi de 2026 supprime l'abus de confiance, mais conserve les infractions comme la corruption, le blanchiment d'argent, la fraude et l'entrave à la justice, tout en ajoutant également plusieurs nouvelles accusations spécifiques. Cela inclut une interdiction des conflits d'intérêts du premier degré et une interdiction du délit d'initié. Le projet de loi souhaite aussi durcir les règles disciplinaires et éthiques dans la fonction publique. Jusqu'ici, ces critiques ont été politiques. À ma connaissance, personne n'a encore pris le temps de l'examiner et de démontrer en quoi il ne respecte pas les normes recommandées dans les travaux universitaires. Donc, si quelqu'un ici tombe là-dessus, parlons-en s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Pour l'instant, résumons. Pendant près de 30 ans, les principaux universitaires israéliens ont averti que cette infraction était fondamentalement viciée. Les désaccords sur le flou et la marge d'appréciation étaient clairs. Les efforts législatifs, bipartisans et répétés. Maintenant, qui sait ce qu'il adviendra de ce projet de loi? Est-il réel? Est-ce une manœuvre politique dans une partie d'échecs plus vaste? Sera-t-il adopté ou annulé par la Cour? Je l'ignore. De toute façon, avec l'année électorale, on en parlera souvent, et cela rend le contexte essentiel. Ignorer l'histoire fait du journalisme un militantisme. Cela dit,
Pour être juste, les politiciens ne facilitent la tâche à personne. La coalition a effectivement la responsabilité de s'expliquer, surtout compte tenu du contexte politique. Mais une analyse sérieuse, indépendamment de ce fossé politique, exige de reconnaître que même des propositions mal formulées ou malvenues peuvent reposer sur des préoccupations légitimes de longue date concernant les droits humains et le droit pénal. Revenons donc à notre point de départ. Je regarde l'Iran aujourd'hui et je suis impressionné. J'espère que nous assistons à l'éveil d'un géant, le peuple iranien qui se libère de ses chaînes. J'espère que l'Occident fera plus que regarder et qu'il soutiendra cette civilisation qui a été opprimée, réprimée et maltraitée depuis bien trop longtemps, et qu'il lui tendra la main dont elle a besoin pour ôter la botte maléfique de son cou et ce régime de nos vies. Et encore une fois, il n'y a aucun parallèle entre ce qui se passe là-bas et ici. Aucun. La leçon à retenir est que nous traversons une période difficile en posant les bases du succès et de la prospérité, ce qu'Israël n'a jamais formalisé pour lui-même. Ces débats sont cruciaux, car des vies sont en jeu aujourd'hui et pour l'avenir. Mais ce pourquoi les manifestants iraniens risquent leur vie, c'est ce que nous avons déjà et ce que nous devrions apprécier et garder à l'esprit, peu importe à quel point la loi et la politique deviennent tendues. L'histoire de ce lieu, son avenir et le grand potentiel encore inexploité de son peuple comptent bien plus que toutes les lois. Tout politicien, tout combat. Révélons-le ensemble.